La question que nous allons nous poser. La question que nous allons nous poser est celle que j'ai déjà évoquée au début du chapitre sur les normes individuelles. La question que nous allons nous poser est celle de savoir si les décisions de justice, si les décisions de l'autorité judiciaire sont susceptibles d'être créatrices de droit. Et c'est ça qu'on désigne par la fonction politique au sens juridique du terme. Est-ce que donc les juges, à travers leurs décisions, sont à même de créer de la règle? Autrement dit, des normes générales. Cette question, c'est celle de la jurisprudence. Donc vous vous doutez que la réponse a priori, elle est positive. Alors simplement, le juge est placé devant une contradiction qu'expriment ces deux textes que vous avez sous les yeux du Code civil et qui figurent dans les dispositions liminaires du Code civil. L'article 4, archi-texte qu'on étudie dans toutes les introductions, le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi pourrait être poursuivi comme coupable de déni de justice. Autrement dit, le juge doit juger en droit, bien sûr, pas selon son bon sens de l'équité. Le fait de juger en droit permet de préserver d'ailleurs son impartialité. Pour être impartial, mieux vaut se décider en considération d'une règle qui préexiste. Donc le juge doit se décider en droit. S'il ne trouve rien dans les textes de loi, ou s'il trouve des dispositions qui lui paraissent trop floues, bien le juge doit juger. Quand le juge, prenons un exemple, quand le juge doit appliquer tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, le juge peut dire, mais c'est quoi la faute? C'est quoi une faute? Le texte ne le dit pas, on me dit une faute. Je ne suis pas, moi, en mesure, juge, de décider ce qu'est une faute. Mais à l'article 4, tu dis, ok, il n'y a pas de définition écrite dans le Code civil de la faute, mais décidez-vous. Vous ne pouvez pas prendre prétexte de l'insuffisance de la loi. Alors le juge, qui doit appliquer la règle, qui doit le faire le plus objectivement possible, va devoir interpréter et va devoir dire ce qu'est une faute dans l'espèce qui lui est soumise. Et comme le juge veut montrer qu'il est impartial, le juge va s'expliquer en termes généraux sur ce qu'il entend par la faute. Sauf que l'article 5 lui dit « Il est défendu au juge de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les dossiers, sur les litiges qui lui sont soumis. » Donc a priori, l'article 5 est en contradiction avec l'article 4. Vous devez interpréter, vous devez formuler des propositions générales pour éclaircir les textes que vous devez appliquer, dit l'article 4, mais l'article 5 dit vous n'avez pas le droit de prendre des dispositions générales. Contradiction. Idéal de justice. Comment résoudre la contradiction? Comment mettre de la cohérence dans ces dispositions, entre ces deux dispositions, en première lecture, contradictoires. Il faut comprendre que l'article 5 n'interdit pas au juge, de formuler, ce qui n'est pas la même chose que prononcer.
L'article 5 n'interdit pas au juge de formuler des propositions générales destinées à interpréter, à préciser le sens de la règle de droit qu'il applique. En revanche, le juge ne peut pas se prononcer par voie de disposition générale, ce qui doit se comprendre comme le juge ne peut pas décider d'une situation qui n'est pas celle qui lui est soumise dans le cadre du procès. Le juge ne peut pas se prononcer au-delà du litige qui lui est soumis. C'est ça que l'article 5 interdit, c'est de prendre des dispositions générales, c'est-à-dire des dispositions qui s'appliqueraient à des personnes qui n'ont pas été parties à la procédure qui lui a été soumise. C'est clair ? Et donc, vous voyez qu'à travers ces explications, qui sont des explications qu'on appelle doctrinales, on a résolu la contradiction apparente entre les deux textes. Ces propositions générales qui sont formulées par le juge à l'occasion de l'interprétation d'un texte, ces propositions générales constituent ce qu'on appelle la jurisprudence. Et cette jurisprudence est assurément, en pratique, une source d'inspiration pour les juges qui, par la suite, seront appelés à faire application d'un même texte dans les mêmes circonstances. C'est plutôt heureux qu'il y ait de la jurisprudence, des interprétations générales par le juge et que ces interprétations soient ensuite respectées, ce qu'on indique en disant que la décision fait jurisprudence. Ce qui a été décidé dans un cas, en termes généraux, vaudra a priori dans le même cas s'il vient à être soumis à nouveau à un juge. C'est plutôt heureux au regard de quel impératif de justice ? Au regard d'un principe de cohérence, de permanence. Il est bon que la décision du juge, la façon de juger, ne change pas à chaque circonstance, ne change pas tout le temps, plutôt dans les mêmes circonstances. C'est éviter qu'il n'y ait trop de contradictions dans les lignes que suivent les juges, dans les lignes de la jurisprudence. Cette jurisprudence va accompagner le juge dans sa prise de décision. On dit parfois que la jurisprudence est la raison écrite du droit. La jurisprudence est, encore une fois, cette œuvre qui, par accumulation de décisions de justice, qui, par accumulation de formules générales exposées dans les décisions de justice, permet de donner une cohérence à l'ensemble des décisions de justice.